22h47. La lumière de la cuisine est la seule chose encore allumée. Vous avez déjà dîné. Protéines, riz, légumes. Vous vous étiez dit que c'était bon. Et pourtant, votre main est de nouveau dans le frigo. Vous n'avez même pas faim physiquement. Votre estomac ne gargouille pas. Mais quelque chose dans votre tête murmure « mange ». Alors vous faites le marché. Juste une bouchée de plus. Juste un petit truc. Et 30 minutes plus tard, la culpabilité vous frappe plus fort que la faim ne l'a jamais fait. Vous pensez que c'est un problème de volonté. Vous pensez manquer de discipline. Vous pensez que les autres sont simplement plus forts que vous. Mais, et si je vous disais que cela n'a rien à voir avec la motivation? Et si le vrai problème était que votre cerveau ne peut pas entendre le signal qui dit que vous êtes rassasié? Il existe une hormone appelée leptine. Elle a été découverte en 1994. Son seul rôle est de dire à votre cerveau « Nous avons assez d'énergie. Arrête de manger ». Dans un système sain, la leptine augmente lorsque vos cellules graisseuses sont pleines. Votre cerveau reçoit le message. La faim diminue. Le métabolisme reste stable. Mais chez des millions de personnes qui luttent contre la graisse abdominale, quelque chose de terrifiant se produit. La leptine est élevée, parfois très élevée, et pourtant, le cerveau agit comme s'il était affamé. C'est ce qu'on appelle la résistance à la leptine. Cela signifie que votre corps a du carburant, mais votre cerveau pense que vous êtes en période de famine. Et quand le cerveau pense que vous êtes affamé, il fait deux choses. Il vous donne faim, et il ralentit la combustion des graisses. Donc, vous mangez plus, et vous brûlez moins. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre biologie a été recablée. Ce soir, je vais vous montrer pourquoi cela se produit. Ce que le stress, le manque de sommeil, le sucre et le grignotage constant font à votre circuit de la faim. Et plus important encore, comment réinitialiser le signal pour que votre cerveau entende enfin le mot « assez ». Car le mensonge le plus dangereux en matière de perte de poids est le suivant. Si vous avez encore faim, vous avez juste besoin de plus de discipline. Non. Si vous avez encore faim après avoir suffisamment mangé, vos hormones sont déréglées. Et une fois que vous comprenez cela, tout change. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi vous n'êtes jamais rassasié? Bien. Maintenant, approfondissons. Si la leptine est censée couper la faim, pourquoi échoue-t-elle? Pour répondre à cela, nous devons quitter la cuisine et entrer dans le cerveau. Au plus profond de votre tête, il y a un petit centre de contrôle appelé l'hypothalamus. Il ne se soucie pas des abdos. Il ne se soucie pas de votre objectif de poids. Il se soucie de la survie. Chaque jour, les cellules graisseuses libèrent de la leptine dans votre circulation sanguine. Plus vous stockez d'énergie, plus vous produisez de leptine. La leptine se rend à l'hypothalamus et se lie à des récepteurs spécifiques. Lorsque cette connexion fonctionne, une cascade commence. Les neurones appelés neurones POMC s'activent. L'appétit diminue. La dépense énergétique reste stable. En termes simples, votre cerveau dit « Nous sommes en sécurité, nous avons assez ». Mais voici où le système se brise. Lorsque l'inflammation augmente à l'intérieur du cerveau, ces récepteurs de la leptine cessent de répondre correctement. Imaginez quelqu'un qui frappe à votre porte. Le coup est fort. Mais le câblage de la sonnette est endommagé. Le signal est là. Le message ne passe jamais. Des études à la fin des années 1990 et au début des années 2000 ont montré quelque chose de choquant. De nombreuses personnes obèses ont des niveaux de leptine très élevés. Pas faibles, élevés. Leur corps crie « Nous avons de l'énergie ». Mais le cerveau entend le silence. C'est la résistance à la leptine. Et qu'est-ce qui cause cette résistance? Premièrement, l'inflammation chronique. Les aliments hautement transformés, en particulier les glucides raffinés et les huiles de graines industrielles, augmentent les signaux inflammatoires.
Les molécules inflammatoires interfèrent avec le transport de la leptine à travers la barrière hémato-encéphalique. Deuxièmement, l'élévation constante de l'insuline. Lorsque vous grignotez toutes les 2 ou 3 heures, l'insuline baisse rarement. Une insuline constamment élevée semble altérer les voies de signalisation de la leptine à l'intérieur de l'hypothalamus. Troisièmement, le manque de sommeil. Dans une étude de 2004 publiée dans Annals of Internal Medicine, des adultes en bonne santé dont le sommeil a été limité à 4 heures pendant 2 nuits ont connu une baisse significative de la leptine et une augmentation de la gréline. La faim a augmenté de façon spectaculaire, en particulier pour les aliments riches en calories. Maintenant, pensez à la vie moderne. Nuit tardive, lumière bleue, stress, boissons sucrées, grignotage sans fin. Vous ne combattez pas votre appétit. Vous vivez dans une tempête parfaite qui brouille votre circuit de la faim. Et lorsque la résistance à la leptine s'installe, 2 changements dangereux se produisent. Votre cerveau augmente les signaux de faim via les neuropeptides KIACT et les neurones AGRP. En même temps, il diminue la production de la thyroïde et réduit les mouvements spontanés. Vous avez plus faim. Et vous brûlez moins de calories sans vous en rendre compte. C'est pourquoi manger moins semble plus difficile chaque semaine. Et pourquoi le même déficit calorique qui fonctionnait autrefois cesse soudainement de fonctionner. Votre biologie s'adapte, non pas pour vous aider à maigrir, mais pour prévenir ce qu'elle perçoit comme la famine. Alors la vraie question n'est pas « comment manger moins ?» La vraie question est « comment restaurer le signal ?» Car une fois que le cerveau se sent de nouveau en sécurité, la faim se stabilise. Les envies diminuent. La perte de graisse devient possible sans guerre mentale constante. Et cette restauration ne commence pas par réduire davantage les calories. Elle commence par réparer l'environnement dans lequel votre cerveau vit. Dans la section suivante, nous allons réinitialiser le système étape par étape. Pas avec des extrêmes, pas avec une punition, mais avec des signaux que votre biologie comprend. Alors, comment réparons-nous le signal? Nous commençons par l'arme la plus sous-estimée pour la perte de graisse. Le sommeil. Pas des compléments. Pas un autre régime. Le sommeil. Lorsque vous vous endormez dans une pièce sombre, quelque chose de remarquable se produit. Votre cerveau passe du mode survie au mode réparation. L'activité inflammatoire diminue. Le cortisol baisse. La sensibilité neuronale commence à récupérer. La signalisation de la leptine dépend de cette fenêtre de récupération. Dans des environnements de laboratoire contrôlés, même une restriction de sommeil à court terme a des conséquences hormonales mesurables. Lorsque le sommeil est réduit à 4 ou 5 heures, les niveaux de leptine chutent, la gréline augmente et les centres de récompense du cerveau deviennent plus réactifs aux aliments riches en calories. Mais voici la couche plus profonde que la plupart des gens ignorent. Il ne s'agit pas seulement du nombre total d'heures. Il s'agit du timing. La leptine suit un rythme circadien. Elle augmente naturellement la nuit, signalant la satiété et soutenant la stabilité métabolique pendant les heures de jeûne. Si vous restez éveillé après minuit sous une lumière artificielle, ce rythme s'atténue. La mélatonine est supprimée. Le cortisol se décale plus tard dans la nuit. L'orchestre hormonal perd sa synchronisation. Et lorsque le timing circadien est perturbé de manière répétée, le transport de la leptine vers le cerveau devient moins efficace. C'est pourquoi quelqu'un peut manger les mêmes calories, faire la même quantité d'exercice, mais avoir plus de mal lorsqu'il dort à 2 heures du matin qu'à 22h30. Le cerveau interprète un sommeil irrégulier comme une instabilité environnementale. Et l'instabilité équivaut à une famine potentielle. Donc la faim augmente de manière préventive. Voici la réinitialisation pratique. Pour les 14 prochains jours, priorisez 3 encres. Premièrement, une fenêtre de sommeil fixe.
au lit avant 22h30. Lumières éteintes. Réveil à une heure constante, même le week-end. Deuxièmement, l'obscurité comme signal biologique. Pas de lumière au plafond dans la dernière heure. Un éclairage chaud uniquement. Pas de téléphone directement devant vos yeux. Troisièmement, l'exposition à la lumière du matin dans les 30 minutes suivant le réveil. Lumière naturelle du soleil dans les yeux, sans lunettes de soleil, pendant 5 à 10 minutes. Cela ancre le rythme circadien. Cela stabilise la réponse d'éveil du cortisol. Et cela renforce indirectement la signalisation nocturne de la leptine. Vous n'améliorez pas seulement la qualité du sommeil. Vous dites à votre cerveau que l'environnement est prévisible. La prévisibilité réduit le besoin d'une fin défensive. Après 1 à 2 semaines de timing de sommeil constant, beaucoup de gens rapportent quelque chose de subtil, mais puissant. Les fringales nocturnes diminuent. Le contrôle des portions semble moins forcé. Les impulsions de grignotage s'atténuent. Non pas parce que la discipline s'est améliorée, mais parce que le signal s'est amélioré. Et ce n'est que le premier levier. Ensuite, nous abordons ce qui se passe au moment où vous vous réveillez et comment votre premier repas peut soit amplifier la sensibilité à la leptine, soit la saboter avant midi. Passons maintenant au deuxième levier. Ce que vous mangez en premier décide de l'intensité de votre faim plus tard. La plupart des gens se réveillent et attrapent l'une des deux choses suivantes. Un café à jeun ou une rapide dose de glucides raffinés. Du pain grillé, des céréales, une pâtisserie sucrée mangée à la hâte. Cela semble inoffensif. Léger, pratique. Mais métaboliquement, cela peut déstabiliser toute la journée. Lorsque votre premier repas est faible en protéines et riche en glucides à digestion rapide, la glycémie augmente rapidement. L'insuline suit, et en quelques heures, la glycémie chute tout aussi rapidement. Cette chute est interprétée par le cerveau comme une menace énergétique. Même si votre apport calorique total est adéquat, ajoutez cela à un système déjà vulnérable à la résistance à la leptine. Le cerveau est légèrement enflammé. La transmission du signal est plus faible qu'elle ne devrait l'être. Et au lieu de recevoir un message de satiété stable, il reçoit de la volatilité, des pics, des chutes, de l'incertitude. Et l'incertitude alimente la faim. Les protéines changent cette dynamique. Lorsque vous consommez 30 à 40 grammes de protéines de haute qualité le matin, plusieurs choses se produisent simultanément. Les acides aminés stimulent les hormones intestinales telles que le GLP-1 et le PI-Wiles. Ces hormones ralentissent la vidange gastrique et améliorent la signalisation de la satiété. L'insuline augmente toujours, mais de manière plus contrôlée. La glycémie se stabilise et surtout, l'hypothalamus reçoit un retour d'information plus clair que les nutriments arrivent de manière constante. Un apport stable réduit la production de faim défensive. Il y a une autre couche. Les protéines ont un effet thermique alimentaire plus élevé que les glucides ou les graisses. Votre corps dépense plus d'énergie pour les digérer. Cette légère augmentation de la dépense énergétique renforce la confiance métabolique. Le cerveau détecte la disponibilité sans chaos. Voici comment appliquer cela. Dans les 60 minutes suivant le réveil, visez 30 à 40 grammes de protéines, 3 œufs entiers plus du yaourt grec, ou de la viande maigre avec des légumes, ou un smoothie riche en protéines sans sucre ajouté. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la constance. Pendant 14 jours, maintenez ce modèle de petit déjeuner tout en respectant le protocole de sommeil. Observez ce qui se passe vers 15 ou 16 heures. Beaucoup de gens remarquent que les fringales s'affaiblissent. L'envie de grignoter entre les repas diminue, même les portions au dîner semblent plus faciles à réguler. Non pas parce que vous avez forcé la restriction, mais parce que vous avez réduit la volatilité. Et la faim se nourrit de volatilité. Le levier suivant est encore plus perturbateur. Il ne s'agit pas de ce que vous mangez,
il s'agit de ce que vous buvez. Maintenant, nous abordons le saboteur silencieux. Les calories liquides. Elles ont l'air innocentes. Elles sont légères. Elles disparaissent en quelques secondes. Mais métaboliquement, elles sont différentes des aliments solides d'une manière critique. Elles contournent la satiété. Lorsque vous mâchez de la nourriture, les récepteurs d'étirement de l'estomac s'activent. La digestion ralentit. Les hormones intestinales augmentent progressivement. Lorsque vous buvez du sucre, en particulier sous forme de café sucré, de soda, de jus de fruits ou de thé au lait, le processus s'accélère. Le glucose et le fructose entrent rapidement en circulation. L'insuline monte en flèche, mais les signaux de satiété sont en retard, et le fructose ajoute une autre complication. Contrairement au glucose, qui est utilisé par de nombreux tissus du corps, le fructose est principalement métabolisé dans le foie. Un apport élevé peut augmenter la lipogenèse de novo, la création de nouvelles graisses dans le foie. Avec le temps, cela contribue à l'insulinorésistance hépatique. Et lorsque la signalisation de l'insuline est altérée dans le foie, le bruit métabolique systémique augmente. Plus d'insuline, plus d'inflammation, plus d'interférences avec le transport de la leptine à travers la barrière hémato-encéphalique. Voici le détail clé. Le sucre liquide ne déclenche pas la production de leptine de la même manière proportionnelle que les repas solides. Vous pouvez consommer des centaines de calories sous forme de boisson et votre cerveau ne les enregistrera pas comme un apport énergétique significatif. Ce décalage perturbe le système de régulation. De l'énergie est entrée. Mais le signal de satiété était faible. Le cerveau compense en maintenant la faim active. C'est pourquoi quelqu'un peut boire une grande boisson sucrée et se sentir encore prêt à manger un repas complet peu après. Non pas parce qu'il manque de contrôle, mais parce que le système de comptabilité hormonale a été déformé. Voici la réinitialisation. Pendant les 14 prochains jours, éliminez toutes les boissons caloriques. Pas de soda, pas de café sucré, pas de jus de fruits, pas de thé au lait chargé de sirop. L'eau devient votre base. Si vous voulez une structure, ajoutez une pincée de sel le matin pour soutenir l'hydratation. Le thé non sucré est acceptable. Le café noir est acceptable s'il ne remplace pas le petit déjeuner. Le but n'est pas la punition. Le but est la clarté. Lorsque les calories proviennent uniquement de repas solides, le corps peut coordonner la digestion, l'insuline, les hormones intestinales et la leptine plus efficacement. Le signal s'améliore. Le bruit diminue. Et lorsque le bruit diminue, la faim devient plus prévisible. Nous avons maintenant abordé le sommeil. Nous avons stabilisé le premier repas. Nous avons éliminé la distorsion liquide. Mais il y a une variable plus puissante qui détermine si la résistance à la leptine s'améliore ou persiste. Le mouvement. Pas de cardio sans fin. Pas d'entraînement punitif. Une résistance stratégique. Maintenant, nous renforçons le système de l'extérieur vers l'intérieur. Non pas avec des séances de cardio plus longues, non pas avec des entraînements punitifs, avec du muscle. Le muscle squelettique n'est pas seulement destiné au mouvement, c'est l'un des plus grands organes métaboliques de votre corps. Lorsque vous effectuez un entraînement de résistance, même de simples mouvements composés, quelque chose de profond se produit au niveau cellulaire. Les contractions musculaires augmentent l'absorption du glucose indépendamment de l'insuline. Les transporteurs GLUT4 se déplacent à la surface des cellules. La glycémie est éliminée plus efficacement. Avec le temps, cela améliore la sensibilité à l'insuline. Et lorsque la sensibilité à l'insuline s'améliore, les niveaux d'insuline de base diminuent. Pourquoi est-ce important pour la leptine? Parce qu'une insuline chroniquement élevée est l'un des signaux qui interfèrent avec la bonne communication de la leptine dans le cerveau. Une insuline de base plus basse signifie moins de bruit métabolique. Mais il y a plus. L'entraînement de résistance stimule la libération de myokines. Ce sont des molécules de signalisation produites par les fibres musculaires.
Certaines myokines ont des effets anti-inflammatoires. Elles réduisent l'inflammation systémique, y compris celle qui perturbe la signalisation hypothalamique. Vous ne brûlez pas seulement des calories pendant l'entraînement. Vous modifiez l'environnement hormonal qui détermine la faim par la suite. Il y a aussi une dimension psychologique. Lorsque la masse musculaire augmente, le taux métabolique de repos a tendance à augmenter, ou du moins à rester plus stable pendant la perte de graisse. Le cerveau sent que la capacité de dépense énergétique est intacte. Cela réduit l'urgence de se défendre contre une famine perçue. Voici comment mettre cela en œuvre sans vous submerger. 3 séances par semaine, 30 à 40 minutes chacune. Concentrez-vous sur les grands groupes musculaires. Squat ou presse à jambes. Mouvements de poussée, comme les pompes, ou le développé couché. Mouvements de traction, comme les tractions. Mouvements de charnière de hanche, comme les soulevés de terre. Simple, contrôlé, progressif. Ne cherchez pas l'épuisement. Cherchez la progression. Ajoutez un peu de poids ou quelques répétitions au fil du temps. Si vous êtes sédentaire ou avez des limitations articulaires, commencez par des mouvements au poids du corps et des bandes de résistance. La constance est plus importante que l'intensité. En 4 à 6 semaines, beaucoup de gens remarquent quelque chose de subtil. L'appétit devient moins chaotique. La satisfaction post-repas dure plus longtemps. L'urgence émotionnelle autour de la nourriture diminue. Encore une fois, non pas à cause de la discipline, mais parce que le système devient métaboliquement résilient. Maintenant, prenons du recul. Le sommeil stabilise le rythme circadien. Les protéines ancrent le matin. L'élimination du sucre liquide réduit la distorsion du signal. L'entraînement en résistance restaure la sensibilité métabolique. Il y a un dernier levier comportemental qui relie tout cela. Le timing des repas. Pas de jeûne extrême. Pas de grignotage constant. La structure. Maintenant, nous rassemblons tout avec la structure. Pas la restriction. La structure, parce que le cerveau ne répond pas seulement aux nutriments. Il répond au schéma. Lorsque vous mangez au hasard tout au long de la journée, de petites collations ici, de rapides bouchées là, l'insuline augmente encore et encore. Même si chaque collation est petite, le signal est répétitif. Le corps ne passe jamais entièrement à un état post-absorptif stable. La signalisation de la leptine se superpose à un bavardage métabolique constant. C'est comme essayer d'entendre un murmure dans une pièce bondée. La structure des repas diminue le volume de cette pièce. 3 repas définis. Pas de grignotage entre les deux. Cela crée des phases hormonales claires. Pendant un repas, l'insuline augmente. Les nutriments entrent en circulation. Les hormones de satiété s'activent. Entre les repas, l'insuline baisse. L'oxydation des graisses augmente. Le cerveau expérimente un rythme métabolique clair. Ce rythme améliore la clarté du signal. Il y a aussi un avantage neurologique. Lorsque les repas sont prévisibles, le cerveau réduit le stress anticipatoire lié à la nourriture. Une alimentation aléatoire maintient les circuits de récompense en alerte. Une alimentation structurée leur permet de se détendre. Voici un cadre pratique. Petit déjeuner dans l'heure, suivant le réveil, ancré sur les protéines. Déjeuner 4 à 5 heures plus tard, équilibré avec des protéines, des fibres et de bonnes graisses. Dîner terminé au moins 3 heures avant de dormir. Pas d'apport calorique entre les repas. Si la faim apparaît tôt dans la phase d'ajustement, augmentez les protéines et les fibres au repas précédent plutôt que d'ajouter des collations. La première semaine peut sembler inconfortable, non pas parce que vous mourrez de faim, mais parce que votre cerveau se recalibre. D'ici la 2e semaine, beaucoup de gens remarquent que les vagues de faim deviennent prévisibles. Elles montent, elles atteignent un pic, elles passent. C'est la flexibilité métabolique qui revient. Maintenant, prenons du recul et assemblons la journée complète. Réveil à 1 heure constante. Exposition à la lumière du matin.
Petit déjeuner ancré sur les protéines. Déjeuner structuré. Entraînement en résistance 3 jours par semaine, en fin d'après-midi ou en début de soirée. Dîner terminé tôt. Lumière tamisée le soir. Sommeil ancré avant 22h30. Pas de calories liquides. Pas de grignotage. Ce que vous construisez n'est pas un régime. Vous construisez l'intégrité du signal. Et lorsque l'intégrité du signal s'améliore, la faim ne semble plus être un ennemi. Elle devient une information à laquelle vous pouvez répondre calmement, ne pas réagir impulsivement. À ce stade, quelque chose change. La nourriture cesse d'être un champ de bataille. Elle redevient du carburant. Et c'est alors que la perte de graisse devient enfin durable. Conclusion. L'hormone qui vous a menti. Voici la vérité que personne ne vous a dite. Vous n'avez jamais été faible. Vous n'avez jamais été brisé. Vous n'avez jamais été juste mauvais pour suivre un régime. Lorsque la leptine cesse de fonctionner comme elle le devrait, votre corps ne murmure pas. Il panique. Il abaisse votre taux métabolique. Il augmente vos fringales. Il vous pousse vers les calories les plus rapides qu'il puisse trouver. Et puis, il vous blâme d'avoir écouté. La leptine a été conçue pour vous protéger de la famine. Mais dans un monde de stress constant, d'aliments ultra transformés, de manque de sommeil et d'inflammation chronique, ce système de protection se retourne contre vous. Vous mangez. Vos cellules graisseuses libèrent de la leptine. Votre cerveau devrait dire « Nous sommes en sécurité. Arrêtez de manger. » Mais au lieu de cela, il dit « Nous sommes en danger. Mangez plus. » C'est la résistance à la leptine. Et la solution n'est pas de manger moins, c'est de réparer le signal. Cela signifie améliorer le sommeil avant d'être obsédé par les calories. Réduire l'inflammation au lieu de punir la faim. Développer les muscles pour améliorer la communication métabolique. Gérer le stress pour que le cortisol ne sabote pas le message. Manger de vrais aliments qui stabilisent l'insuline au lieu de la faire grimper en flèche. Car lorsque la sensibilité à la leptine s'améliore, quelque chose de presque magique se produit. La faim devient plus silencieuse. Les fringales perdent leur emprise. L'énergie se stabilise. La perte de graisse devient un effet secondaire. Pas une guerre. Votre corps commence à travailler avec vous au lieu de contre vous. Et cela change tout. Alors si cela vous a fait repenser la faim, si cela vous a fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la volonté, alors ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous. Partagez ceci avec quelqu'un qui pense qu'il manque juste de discipline. Et la prochaine fois que votre corps vous dit que vous avez encore faim, ne l'attaquez pas. Demandez quel signal est brisé. Car comprendre la leptine pourrait être le moment où vous cessez enfin de combattre votre corps et commencez à le guérir.